Mesdames, Messieurs, nous vous accueillons encore une fois dans votre programme hebdomadaire Demain par l'éducation. C'est dans l'univers de l'UAC que s'est produit votre émission d'aujourd'hui. Nous allons recevoir un enseignant de l'UAC, il s'appelle Jack Malirokasson, c'est un enseignant en sciences de l'information et de la communication. Et vous allez vous souvenir, il a été engagé dans la riposte contre Ebola, pour ceux qui l'ont connu pendant ces temps d'Ebola, et il a été chargé de la communication au sein de l'OMS dans la riposte contre Ebola, et on vous appelez les officiers de la communication de risque et engagement communautaire, c'est comme ça qu'on les appelait pendant cette période d'Ebola. Et aujourd'hui, nous le recevons, c'est en vue d'exprimer peut-être ses sentiments de satisfaction par rapport à tous ces temps qu'il a vécu pendant Ebola, de nous dire comment ils ont combattu ensemble dans cette communication de risque où ils ont été contraints de lutter contre Ebola. Et nous allons accueillir Jack Malirokasson, c'est votre invité de ce jour dans l'émission Demain par l'éducation. Jack Malirokasson, bonjour. Bonjour Louange, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Alors, vous êtes enseignant à l'UAC, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes communicologue de formation, et je le dis, vous avez été engagé dans la riposte contre Ebola comme officier de la communication de risque et engagement communautaire. Alors la question à vous poser déjà dès le départ, c'est de comprendre comment vous avez accueilli le message selon lequel Ebola a été vaincu au Grand Nord, je veux dire à l'est de la RDC. Je parle du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu. Voilà, donc vous allez nous dire comment d'abord vous avez accueilli cette déclaration du ministère de la Santé, parce que vous avez beaucoup combattu en fait pour cette lutte contre Ebola. Voilà, donc merci beaucoup pour cette occasion que vous nous offrez afin qu'on parle, n'est-ce pas, de cette expérience. C'est une expérience qui est à la fois bonne et mauvaise. Bonne parce que les notions que nous avons apprises à l'école et même que nous enseignons et qu'on n'avait pas jusque-là l'occasion, n'est-ce pas, de mettre en pratique, on les a mises en pratique. Vous savez, c'est la toute première urgence sanitaire de cette hauteur, de cette taille. Et c'est vraiment la première, et c'est la première occasion où la population pouvait voir autant d'internationaux, autant de véhicules, autant de moyens mobilisés, oui. autant de ceci. En tout cas, il y a eu à boire et à manger dans tout ça. À boire et à manger. À boire et à manger, bien sûr. Dans le sens où la population a considéré cette chose entre guillemets, comme telle, dès le départ, pas facile, mais au fur et à mesure, la population venait à comprendre petit à petit. Donc c'était une occasion pour nous, n'est-ce pas, de mettre en pratique ce que nous enseignons dans les cours de communication sociale. Et maintenant là, c'était vraiment une nouveauté parce que c'était la communication pour la santé. Donc, on a la communication globale là, mais là c'était vraiment spécifique. C'était pas la communication de parler à la radio, non. C'était pas la communication allô. Oui. Et c'était vraiment de la communication de crise, communication stratégique. Ça c'est du côté positif, n'est-ce pas? Du côté négatif, c'est que on a eu à faire face à tant de contraintes. En tout cas, des contraintes qui n'eût été l'engagement personnel, on aurait dû démissionner. Parce que la pression populaire, la pression communautaire, vous savez, c'est une surprise pour la population de vivre une calamité de cette taille. C'était pas facile de recevoir le message et de devenir consciente. Ça fait qu'on a fait face, n'est-ce pas, à une multitude, une pluie en tout cas de résistance populaire. Au-delà des résistances, il y avait quand même des violences. Vous savez, on a tué des gens. Personnellement, j'ai été fouetté. Les gens ne le savent pas. C'était, bien sûr, à l'intérieur, c'était en Guéléza. Donc, tout ça, c'était des difficultés. Alors, comment est-ce que j'ai accueilli, comment est-ce que j'ai accueilli le message sur la déclaration de la fin de l'épidémie? Naturellement,
comme toute la population, c'était pour moi un message positif. Finalement, on a quand même eu le résultat de tout ce qu'on a fait. Pendant plus de 20 mois, imaginez-vous 20 mois d'engagement et c'était pas facile. Dire que c'est la fin de l'épidémie, c'était une surprise agréable. On s'y attendait parce que nous, on était dans la boîte, on savait déjà, on avait la tendance de la chose, c'est que ça prenait, on allait, n'est-ce pas, décrescendo, donc on allait en diminuant. Et finalement, on a eu, sauf que la veille de l'avant-dernière déclaration, c'était aussi une surprise désagréable. On nous a dit non. À Béni, on a notifié des cas. Vraiment, la veille, on commençait déjà à s'apprêter, n'est-ce pas, à célébrer. Et rappelez-vous, c'était avant le confinement. Donc, ça aurait pu constituer une fête monumentale, une fête historique de célébrer ça, mais bon. Voilà, c'est passé presque inaperçu. Donc là, c'était un message positif. On a eu finalement les résultats de tous les efforts, de tous les sacrifices, n'est-ce pas, de ce qu'on a fait. Donc aussi, c'est une occasion, n'est-ce pas, de garder une âme pieuse à toutes les personnes qui ont succombé, qui ont perdu leur vie. Vous savez ce qui s'est passé dans les violences. Les CTE qui ont été attaqués, tout ça, imaginez-vous, ce n'est qu'un message de satisfaction qu'on nous dise que c'est terminé. Voilà. Alors Jack Malirokatson, comment est-ce que vous avez fait face à des résistances populaires parce que vous étiez tout le temps à côté de la population qui vous exigeait à supporter cette résistance. Autrement dit, comment est-ce que vous avez mis en application les grandes notions que vous avez acquises à l'université de l'Assomption Congo. Vous avez étudié à l'ICAB. Oui, j'ai étudié à l'ICAB. Maintenant, c'est l'université de l'Assomption Congo, mais dans le fond, c'est la même institution. Donc, on a aussi étudié à l'UAC. Alors, ce qui est vrai, c'est que moi, je suis spécialiste de la communication. C'est ce que j'ai étudié. J'ai choisi ça. Et comme vous le savez, messieurs les journalistes, il y a toujours, on nous dit que la communication est au centre de tout. Et je dirais même, la communication n'est pas au centre de tout, mais la communication est avant tout. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Ça, c'est la notion que moi, j'ai apprise maintenant de la riposte. C'est des leçons tirées de la riposte. On nous dit toujours que la communication, n'est-ce pas, peut tout régler. On dit aussi que tout est communication. Et c'est là que j'ai vécu. Donc, il y a résistance communautaire. La première personne à envoyer pour aller éteindre le feu, c'est le communicateur. Hein. Ça, en tout cas, il n'y a pas match. Ça veut dire que vous étiez sur la première ligne. Oui. En tout cas, la première ligne. Et c'est nous. Il y a attaque contre un centre de traitement Ebola. Et la première boule qu'on va vous jeter, c'est la communication ne fait rien. On s'est dit, mais il y a quand même des policiers. Ouais. Il y a la coordination qui les soldats même qui ont été engagés, en fait. Bien sûr. Donc, il y a la coordination qui, normalement, devait se charger des aspects stratégiques et techniques. Sécuritaires, j'en parle. Il y a le maire de ville qui était dans la riposte comme président. Il y a le commandant de la police qui était, je crois, dans la commission sécurité. Le commandant de FRDC qui y était, mais quand ça foire, on vous dit, la communication ne fait rien. Ça veut dire, c'était vraiment un challenge. C'était un défi. Et c'est là que j'ai dit qu'on a quand même appris beaucoup de choses. Et faire face aux résistances, faire face aux réticences, faire face aux violences, vous voyez les degrés, donc c'est pas la même chose. C'est une question de stratégie. Donc c'est là que j'ai compris que la communication c'est une science, la communication qui a des méthodes, la communication qui, si elle est mise en œuvre dans le respect n'est-ce pas, des principes qu'on nous a appris à l'école, et aussi si l'importance est accordée à cette communication-là dans toute crise,
la communication peut tout débloquer. Donc, comment est-ce qu'on l'a fait? On a procédé par l'écoute attentive de la population. À vrai dire, écouter la population ne se résume pas seulement à dire qu'est-ce que vous pensez, non, mais c'est raisonner. On vous dit que la communication, c'est pas seulement parler. Ça aussi, j'ai appris quand même. Donc, c'est une notion de plus. On peut communiquer sans parler. Étudier le comportement de la communauté, étudier les agissements et arriver à les anticiper, infiltrer la communauté à travers les leaders d'opinion. Là, c'est la théorie des two-step flows of communication. Two-step flows of communication. Oui, c'est la théorie de la communication à 2 étages qui fait, n'est-ce pas, intervenir les leaders d'opinion. C'est à ce niveau-là que nous avons recouru au président de la société civile, parce qu'ils sont trop écoutés, tant en ville que dans l'intérieur. On a fait recours, n'est-ce pas, aux catéchistes, donc c'est des leaders religieux. On a fait aussi recours aux leaders politiques, surtout aux leaders traditionnels, là c'est à l'intérieur, et ça nous a donné des résultats vraiment impeccables. Ça c'est d'un côté, donc on a fait recours à cette théorie-là que j'ai apprise, on l'a mise en application. Justement, c'est pas moi qui ai recommandé qu'on la mette en pratique, mais au moins on a contribué, on a soutenu. Il y a ça d'un côté. Le deuxième aspect, c'est ce qu'on nous a appris à l'université et que nous enseignons aussi. Cette fameuse théorie de Harold Laswell. Donc nous avons l'émetteur, nous avons le message, nous avons le récepteur. Donc arriver à comprendre cette dynamique nous a beaucoup aidé parce que maintenant nous sommes émetteurs, nous riposte, équipe de riposte, nous autorité, nous sommes émetteurs, nous avons un message à transmettre et c'est pas facile. Vous savez ce qu'on nous a appris, il y a des bruits qui peuvent s'infiltrer dans les messages et c'est là que les rumeurs se sont les rumeurs qui c'est quoi les rumeurs, vous savez, elles sont innombrables. Elles traitent notamment de la réalité même de la maladie, donc l'inexistence, c'est ce que la population disait. Même si j'ai toujours dit Ebola business, oui, mais tout le monde a mangé dans Ebola. Ça aussi, c'est clair. Tout le monde, voilà, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'économie de la riposte. Ça, c'est une autre question qu'on pourra développer. Il y a quand même, donc il y a émetteur qui est l'équipe de riposte et les autorités, tout ça. Il y a le message, c'est des messages de sensibilisation. Il y a le récepteur qui est la communauté. Oui. Et surtout, ce qui nous a beaucoup plus aidé, c'est le sens du feedback. On nous dit, vous avez fait participer la population. On a fait participer, non, nous avons pris en compte le feedback. C'est la rétroaction. Pourtant, c'est des choses simples que nous avons apprises à l'université. Oui. Il fallait seulement les mettre en pratique. Voilà, donc il y a plusieurs notions autour de théorie que vous avez acquise à l'université de l'Assomption au Congo dans la lutte contre, la riposte. Alors, comme un spécialiste en communication, hein, c'est sûr que il y a plusieurs autres épidémies qui sévissent par-ci par-là. Il y a par exemple la pandémie à coronavirus qui est en train de déranger le monde, qui nous attaque même à partir de Kinshasa, à partir de Goma. Mais est-ce que il y a quelque chose à dire par rapport à ces sujets, peut-être un conseil à placer à ceux qui sont engagés dans cette activité de riposte contre le coronavirus, à fonction bien sûr de l'expérience là que vous avez acquise de la riposte contre Ebola? Ah, bien sûr, il y a autant de leçons apprises de la riposte à Ebola. La preuve, c'est que bientôt, ça sera le 4e mois, Butembo n'a jamais enregistré de cas. Oui. Ça prouve que la communauté elle-même a appris d'une manière ou d'une autre. C'est une leçon déjà. Donc, les équipes qui sont engagées dans la riposte contre la COVID-19, non, je dis localement, ne sont qu'en train de mettre en pratique tout ce qu'elles ont appris. De toutes les façons, on a fini la mission, mais ne vous en faites pas, c'est un esprit humanitaire maintenant qui nous anime. Même s'il n'y a pas d'argent, on est obligé de travailler avec les communautés, on les sensibilise. Je ne peux plus accepter qu'un voisin puisse manquer, n'est-ce pas, un kit de lavement. Je ne peux pas accepter
que quand il tombe malade, il ne puisse pas aller aux soins, alors que je le vois, non, c'est déjà inné, c'est déjà automatique, ça on le fait. Donc il y a beaucoup de leçons à retenir, notamment par rapport aux rumeurs. Aujourd'hui, localement, c'est vrai, au début il y avait des rumeurs sur la Covid, mais aujourd'hui, comme on avait déjà l'expérience de les dissiper, on les a dissipées. Il n'y a plus autant de rumeurs qu'avant. Il y a les résistances communautaires, vous-même vous êtes témoin. Dites-moi combien il y a eu de résistances ici, et peut-être que les gens ne le savent pas, il y a eu des personnes qui ont été testées, qui ont été amenées, n'est-ce pas, à se faire prélever des échantillons. Il n'y a pas eu de résistance. Il y a des personnes qui acceptent volontiers de se faire isoler. Il y a des personnes qui étaient, n'est-ce pas, en dehors du pays, et quand elles sont revenues, étaient obligées de rester cantonnées à la frontière. Donc ça, c'est des acquis de la riposte. Ça veut dire que vous êtes d'avis que la population a compris que, bon, non, il faut tenir compte aussi de tout ce qu'on a reçu de Ebola? Bon, bien sûr, en fait, la population, vous savez, il y a même des statistiques qui prouvent que le taux de maladies des mains sales a aussi diminué. Parce que maintenant, c'est presque automatique. Où moi, je viens de toilette, le premier réflexe, c'est de me laver les mains. Ou que je regarde s'il y a un kit de lave-mains quelque part. Donc, c'est automatique. Aujourd'hui, quelqu'un arrive dans un endroit où il y a beaucoup de public. Il fait en sorte, il s'isole automatiquement, je veux dire, il se met en quarantaine. Il dit, ah, je ne sais pas ce qui peut arriver. Parce que c'est déjà inné, c'est déjà une bonne, voilà, nous appelons ça une bonne pratique. Voilà, vous êtes enseignant à l'UAC. Demain, on vous dit que les cours vont reprendre. Est-ce que vous êtes prêt à accepter cette décision qui peut venir d'un moment à un autre des autorités de l'État, parce que vous avez la garantie que c'est possible de combattre aussi le coronavirus avec les pratiques que vous avez déjà acquises? Voilà, donc c'est quand même une question importante. Et il faut préciser que dans les épidémies, il y a des aspects politiques, il y a des aspects techniques et il y a des aspects humanitaires. Donc, en tant qu'humanitaire, je peux dire que c'est possible. Dans le sens où on s'assure que la population estudiantine, la population scolaire va arriver à observer les mesures. Mais la question c'est de dire, bon, un enfant du primaire, on lui dit, ok, une fois tu reviens de toilette, lave-toi les mains. Ici chez nous à Butembo c'est possible parce qu'il y a des kits de lave-mains devant les portes qui sont déjà installés. Mais il y a d'autres territoires où ils n'ont jamais vécu ça. Donc il n'existe pas de kits de lave-mains, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Donc réduire cette mentalité qui est déjà installée à Butembo et penser que c'est tout le pays qui a appris ça, c'est aussi c'est aberrant. Donc, est-ce qu'on peut généraliser Butembo, Beni, Sud Kivu, je parle de l'Est, où il y a eu épidémie, peut-être l'Équateur aussi, parce que la population est suffisamment instruite. Est-ce qu'il faut généraliser que toute la population de la RDC est déjà préparée? Voilà, ça c'est un aspect. Ensuite, il y a des aspects politiques. C'est en Tanzanie, où le président a dit non, niet, c'est pas... en fait, il y a des exagérations, peut-être qu'il avait raison, mais aujourd'hui, il y a des retombées. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas monté en flèche de ce qui se passe. Les gens disent que le Congo est là à copier et à coller ce qui se passe ailleurs. L'Ouganda, ils sont allés jusqu'à mettre, à déclarer l'année blanche. Vous vous rappelez du Burundi aussi, à un moment, il faisait les gros dos. Mais aujourd'hui, vous avez donc, sur le plan politique, voilà. Je pense que ça ne va pas se faire. Sur le plan technique, il est possible, mais il faut préparer suffisamment la communauté. Ça n'est pas pendant une semaine. Et sur le plan humanitaire, c'est possible dans les cas où la communauté s'approprie. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est en tant qu'humanitaire, il faut que le gouvernement accepte de mettre en jeu suffisamment de moyens. Si les moyens sont mis en jeu, c'est possible. Alors, Jack, on revient un peu sur votre présence devant la communauté pendant Ebola. Est-ce que ça ne vous a pas fait revenir certaines situations quand vous étiez étudiant à l'UAC? Vous avez des souvenirs à placer par rapport à votre vie d'étudiant? Bon, vous savez, personnellement,
comme étudiant, c'était déjà, je veux dire, un acquis. Donc, aussi, en fait, on ne nous a pas recrutés seulement parce qu'on a fait la communication. Oui. C'est parce que on savait que on peut mener derrière soi une certaine opinion. Et que moi, je ne peux pas arriver à l'université du Graben, catholique du Graben, et qu'on me frappe. Non, il y a des gens qui me connaissent. Et même partout, vous savez, on a fait même l'intérieur où il y a les petits frères entre guillemets. Mais on les a affrontés parce qu'on a cette mentalité estudiantine, on leur dit, mais on peut s'intégrer même là où le terrain le plus inaccessible possible. On peut y arriver parce qu'on met en jeu, n'est-ce pas, tout ce qu'on a appris. Vous savez, l'université, c'est un cadre de formation, pas seulement académique, hein. C'est aussi un cadre de formation sociale et surtout un cadre d'intégration. Donc, un universitaire, je n'en vois pas un qui ne soit pas en mesure de s'intégrer. Mais aussi, j'y reviens quand même, on nous a appris de donner à l'université des matières qui nous ont été très utiles en tant que communicateurs et qu'on a mis en pratique. Justement, les autres disaient, mais comment est-ce que vous êtes arrivé à lever cette réticence? On s'est dit, mais c'est de la science, papa. Vous n'allez pas vous réveiller, vous dites communicateur, même si c'est vrai, on a mal recruté dans notre commission qui est la communication. On a pris, c'était un peu comme du dépotoir. Mais au moins, on était là juste pour remettre la pente. Et Dieu merci, on nous a donné des responsabilités parce qu'on sachait qu'on a la qualification, mais aussi on a de la compétence. Tout ça, n'est-ce pas, pour couronner le diplôme. Et donc, je suis fier de l'UAC. Je ne regrette jamais d'avoir choisi la communication parce que maintenant, c'est la vie. Alors, personnellement, comme communicologue et comme enseignant, il y a quelque chose de particulier que vous avez pu retenir de la riposte, peut-être que vous pouvez communiquer à la population dans la lutte contre d'autres pandémies, contre la maladie des mains sales, contre toutes les calamités qui peuvent survenir. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette lutte, il y a beaucoup d'acquis. Il y a vraiment beaucoup d'acquis, donc de bonnes pratiques qui n'aident pas seulement à lutter contre Ebola, mais qui peuvent nous aider à lutter contre toutes sortes de maladies. Donc jusqu'ici, la maladie qui était la plus, je veux dire, qui faisait beaucoup plus peur, c'était Ebola. Hein. Maintenant, c'est la Covid. Hein. Mais allez-y comprendre que les modes de prévention sont pratiquement les mêmes. Même le choléra, c'est le choléra ici, la communauté de Butembo va s'adapter. Donc il y a des bonnes pratiques qu'on doit garder en tête. Ça veut dire, ce qu'il faut communiquer, c'est que si quelqu'un avait acheté un kit de lavement chez lui, il doit le garder. Peut-être en ajouter d'autres aussi. En ajouter d'autres. Ça a prouvé l'efficacité. Si quelqu'un était réticent à se rendre dans la structure de santé avant le temps, parce que ça a causé des morts, alors qu'on pouvait en sauver des vies. Donc maintenant on a compris que non, il y a des fièvres, il faut que j'aille me faire examiner. Donc ça c'est des attitudes qui doivent continuer. Il y a d'autres attitudes, on dit non, on doit continuer à faire confiance au personnel soignant. Ça c'est une attitude, de toutes les façons. Sur le terrain, on nous disait, mais après Dieu, c'est le personnel médical, hein, parce que lui, il a ta vie en main. Donc, il y a ces bonnes pratiques qu'il faut capitaliser, il y a la confiance envers les personnels de santé qu'il faut capitaliser, il y a en même temps quelques attitudes qu'on a mises en œuvre qu'il faut capitaliser, qu'il faut poursuivre. Maintenant, il faut ajouter une chose. Il y a des amalgames politiques qui se mélangent dans des crises sanitaires. Vous savez jusqu'où ça nous a amené. C'est à cause, c'est l'une des causes, je ne dis pas que c'est la seule cause. Il y a des communications politiques qui se sont mêlées à la sensibilisation et qui ont donné ce qu'on a eu. J'ai appelé ça des bruits, c'était des rumeurs, c'était à la base. Donc, mélanger politique et santé, c'est autre chose. Mélanger santé et économie, ça ne peut pas marcher. Parce que les gens refusaient de prendre des médicaments, parce que non,
On a acheté ça avec l'argent d'Ebola. Oui. Mais je disais à la communauté, en tant que communicateur, je leur dis, bien, vous ne comprenez rien. On vous dit il y a gratuité des soins. C'est pas à dire qu'on amène des médicaments et on les donne aux structures de santé, non. On donne de l'argent aux structures de santé qui partent acheter les mêmes médicaments que vous preniez Tous les jours. tous les jours. On vous dit utiliser l'eau chlorée. Mais le chlore là, c'est le même chlore qu'on met dans l'eau de la régie des eaux. Et donc que nous prenons chaque jour. C'est le même chlore que nous allons acheter et on met dans l'eau. Donc vous voyez, aussi le niveau de la communauté, il fallait l'élever. Donc c'est ce que nous appelons la perception. Il faut élever le niveau de perception. Donc ce qu'il faut retenir encore, c'est qu'il y a certaines choses qu'il faut retenir vraiment en tant qu'officier de communication des risques et engagement communautaire, parce que maintenant c'est de l'expertise. Il y a des notions de confiance. Il y a la notion de confiance. Il y a la notion de la perception. Donc, on peut te placer à ce niveau ici. Et on t'écrit 6, toi tu vas voir 6 comme 6. Quelqu'un d'autre va voir 6 comme 9. Donc, on n'a pas le même niveau de perception. Et c'est ça la communauté. Donc, il y a aussi d'autres aspects comme les informations techniques. Ce que nous avons appris, c'est que si tu ne connais pas une chose, si tu n'as pas toutes les informations, alors n'en parle pas. Parce qu'à force de dire des choses qu'on ne connaît pas, tout le monde s'est transformé en personnel soignant pour dire non, le chlore là, tout ça, les médicaments, c'est ce qui nous a amené à cette hécatombe. Mais au moins, ça c'est beaucoup de choses qu'il faut retenir. Voilà, c'est beaucoup de choses qu'il faut retenir à partir de la riposte contre Ebola. Ebola qui vient d'être éliminé je veux dire, c'est la 10e épidémie qui a été éliminée à l'est de la RDC. Et nous avons reçu pour vous aujourd'hui Jack Magilokatson, c'est un enseignant à l'université de l'Assomption au Congo et il a été engagé dans la riposte contre Ebola comme chargé de la communication à l'OMS et eux on les a appelés les officiers de la communication de risque et engagement communautaire et c'est avec lui que nous avons échangé aujourd'hui autour de son degré de satisfaction par rapport à cette déclaration de la fin de Ebola. Il nous a expliqué comment lui, comme communicologue, a fait face avec ses collègues, bien évidemment. Il a fait face à cette épidémie et c'est toutes ces notions que nous avons développées ensemble avec lui pour vous. La télévision de la communauté, la télévision de tout le monde, c'est Moto TV que vous êtes en train de suivre jusqu'à maintenant. Merci à vous de rester fidèles à notre programme hebdomadaire. Le prochain rendez-vous, nous vous le fixons, c'est pour la semaine prochaine, mais pour l'instant, restez scotchés sur nos programmes de la télévision de la communauté.